à tous. Et merci d'accueillir surtout Alexis Corbière et François Calfon. Messieurs, c'est par ici que ça se passe. Venez. Vous êtes déjà habitués du plateau. Normalement, vous devriez savoir. Hein? Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Oui, serrons-nous la main, embrassons-nous, Folleville et tout ça. Asseyez-vous. C'est dans l'ambiance du moment. Absolument. Bonsoir. Bonsoir Alexis Corbière, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et candidat aux législatives en Seine-Saint-Denis. Bonsoir François Calfon, vous êtes conseiller régional PS d'Île-de-France. Vous avez été directeur de campagne d'Arnaud Montebourg pendant la primaire de la BAP, la Belle Alliance Populaire. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux avec l'analyse de Manuel Valls, le PS est-il mort ? Alors, la force socialiste créée par Jean Jaurès et bien d'autres est bien vivante, et je pense même que les salariés, les Français en ont besoin. Maintenant, la forme du Parti socialiste de 1971 est morte. Ça, c'est tout à fait clair. Ah bon. Il faudra qu'il y ait des éléments de recomposition. Alors, j'aime pas ces mots-là parce qu'on dirait de la tambouille. Non, mais d'accord, d'accord. Recomposition. Et la Donc là, le Parti socialiste est mort, on est d'accord, tous. Bah, c'est sur sa forme actuelle, Bien sûr, ça me bien paraît sûr, évident. d'accord. Et c'est peut-être même souhaitable qu'on puisse finalement dépasser la forme, avec finalement un clivage qui était sous-jacent. Le clivage des libéraux qui considèrent que la mondialisation est une fable heureuse, et de ceux qui pensent que dans ce mouvement de mondialisation, on a juste oublié le social, les salariés, etc., et qu'il est temps de les protéger. Ça me paraît être un clivage important qui est soulevé. Oui, allez-y, Alexis. Moi, je pense que la politique a horreur du vide. Alors, en même temps, les choses meurent si d'autres forces politiques émergent. Et vous voilà. Ou l'inverse, n'est-ce pas? Ou l'inverse, elles émergent parce que des choses meurent. Certes. C'est Gramscien. Voilà. Non, mais je pense effectivement, d'ailleurs, on appelle la crise ce moment où Voilà. le vieux met du temps à mourir. Et le neuf tarde à apparaître. Tarde à apparaître. Et dans cette aussi terre Gramsci. obscure apparaissent... C'est aussi Gramsci. Voilà. Mais plus sérieusement, moi j'ai posé avec Jean-Luc Mélenchon un diagnostic il y a quelques années. Nous, on est des gens qui ont été marqués par la campagne pour le non au traité constitutionnel, où j'ai vu un pays majoritairement rejetant ce libéralisme et cette Europe libérale. Et j'ai vu un parti socialiste totalement en décalage par rapport à ça. Et l'analyse que nous avons tirée à ce moment-là, c'était que ça a pris du temps, mais on a rompu avec le parti socialiste, considérant que tout ça était condamné à mourir. Et qu'il fallait travailler à autre chose. Ça prend du temps, il suffit pas de poser le diagnostic. Entre-temps, il y a même eu la victoire d'un homme qui se disait du PS à sa présidence. Mais sa victoire et les ambiguïtés qu'elle portait, et les renoncements qu'elle portait, même les accompagnements amenés à ce que nécessairement tout ça se termine de manière dramatique, comme on l'a vu. Et j'annonce d'ailleurs que M. Macron, qui est élu, même s'il est le nouveau président de la République, finira de manière encore plus dramatique. Alors vous êtes que d'accord monsieur avec Éric Zemmour Monsieur sur ce Corbière, point? je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. Ça se terminera très mal. Tu m'étonnes. Ça se terminera très mal. Mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je suis pas du tout. C'est pas du tout pour rigoler que je dis ça. Ça se terminera très mal. Ça se terminera dans la rue. Ça se terminera très mal. Mais là où vous avez tort, si je puis me permettre, c'est quand vous dites ça a pris du temps mais tout ce mouvement-là est mort. Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire de François Hollande. C'est la résurrection de tout ce que vous avez dénoncé. Alors je sais que vous n'êtes pas passé loin du second tour, hein. J'ai bien vu les chiffres. Il n'empêche que Emmanuel Macron, c'est la résurrection du PS rocardien, tout ce que vous avez toujours détesté, c'est la gauche américaine, comme disait Jean-Pierre Chevènement, c'est la gauche la plus européiste et libérale possible. Il a même dit, et il avait raison d'ailleurs historiquement, vous vous souvenez, le libéralisme... Éric Zemmour, on a changé de sujet. Moi là, je pense que... Mais j'entends ce que vous dites. Ah bon? Je pense que la première grande lecture... Non mais parce que vous portez une entrée... La grande lecture, l'élément important, au-delà du score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, etc., c'est d'abord l'effondrement d'une vieille scène politique broyée par le résultat du premier tour, précisément en raison des politiques menées, d'accompagnement d'une Europe libérale, etc. etc. Bon, mais dans tout ça, la politique, c'est jamais limpide. L'histoire nous apprend, pour ceux qui aiment l'histoire, qu'il n'y a jamais des processus bien purs. Ça, c'est quand on est petit. Ça rappelle la fin mouvementée de la 4ème République. Mais oui, ou d'autres moments, des moments de crise, 38. nécessairement, émergent des choses. C'est quand on est petit qu'on croit que c'est limpide, qu'il y a les révolutionnaires qui arrivent, qui prennent... C'est pour ça qu'on ne devrait jamais grandir. Voilà. Non, mais bon, la politique, c'est toujours compliqué. Et le système lui-même, peut-être que l'expression vous fera choquer, mais le système lui-même se défend. Et fabrique lui-même... Mais la preuve, tout ça avec beaucoup de contradictions, des gens qui ont du caractère. Monsieur Macron est un homme de caractère. Absolument. Qui a compris les circonstances et qui a dit, c'est comme un peu, c'est Tancrède, quoi, dans Burt Lancaster et Alain Delon. Tout change pour que rien ne change. Pour que rien ne change. Sinon, tu auras la République de Mazzini, donc il faut accompagner rien ce ne mouvement. change aussi le vieux système politique. Les hommes, les hommes, Le système. les hommes. Mais le système, il a gagné. Donc Qu'est-ce que tu François me parles? Hollande, Le système des deux grands partis Non mais s'est effondré. attends, il y a quasiment. deux choses. Non, mais Non mais le mot système, il faudrait qu'on se mette d'accord. Bah oui, Il y a deux choses. Il y a le système partisan
Oui. Alors ça, le système partisan, t'as raison, il est mort. Il y a- Ouais, enfin, Mais j'ai- le système global, Juste- il a gagné. une chose quand même. Excusez-moi. Parce que bien Peut-être évidemment, momentanément. l'élection présidentielle structure la vie politique. Mais me semble-t-il, et je vais citer du Welbeck, mais l'autre jour à l'émission politique, je l'ai trouvé assez excellent. Bien sûr qu'il y a ce clivage que je qualifierais pas des conservateurs, des progressistes, mais plutôt des gens qui sont pour la protection. Et des gens qui sont pour la fable de la mondialisation en rose. C'est structurant, c'est le clivage de 2005. Mais il y a aussi un clivage droite-gauche qui demeure sur un certain nombre de sujets. Donc je ne serais pas comme vous à dire puisqu'il y a une forme d'alliance objective. Pardon, Alexis Corbière d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon en était satisfait, l'a même énoncé. Il y a Macron, il y a nous. Je ne serais pas. Bah oui, mais pour moi, c'est un peu ce qui est arrivé à la présidentielle, quand même, à gauche. Vous avez fait 6%. Vous allez rester au PS, vous ? Je l'ai évoqué, mais la vie politique ne se résume pas à la présidentielle. Non, mais sur le monde, Non, mais attends, admettez que. Je vais aller au bout. Donc il y a la droite, il y a la gauche, il y a la question sociale qui structure les choses. Parce que, pardon, mais la place entre l'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon, j'espère qu'entre les deux, il y a le vivre ensemble et la question sociale. Il y a Macron, déjà. D'accord. Ça, c'est l'un des sujets. Mais le sujet de la fracture de 2005 et votre analyse sur le fait que tout cela va terminer très mal, c'est qu'à un moment donné, la solution pour notre pays, c'est de sortir par le haut, c'est-à-dire de faire un pont entre ceux qui veulent de la protection, quitte à tenir un discours qui finalement ne fait pas 50 plus 1. C'est la question que vous avez posée à l'instant. C'est-à-dire c'est bien, mais vous n'étiez pas au deuxième tour. Et de l'autre, il y a aussi un souhait, il y a aussi des gens, et c'est un vote de classe, qui sont dans les métropoles et qui considèrent les start-up et tout ça, que ça existe. Donc si vous n'avez pas, et vous allez me voir revenir avec le Parti Socialiste, je suis assez tenace, si vous n'avez pas des gens qui font cette analyse-là et qui assurent le pont entre la capacité d'un pays à être gouverné par des gens qui prennent en compte les métropoles, qui prennent en compte une réalité qui n'a pas été niée, qui est la mondialisation, et de l'autre cette soif de protection et qui font un mix. Eh bien, vous n'y arrivez pas. Et vous êtes condamné, je termine ma phrase, et vous êtes condamné à avoir des alternances qui soit sont des alternances molles et qui nous conduisent dans le mur, soit sont des alternances franches, et d'une certaine manière celle-ci est franche, mais qui nous conduisent dans le mur parce que la soif de protection n'est pas prise en compte. Le pont, oui. Ça s'appelle François Hollande. C'est exactement ce qu'il avait voulu faire. C'est les alternances entre la mondialisation et la protection. Non, il a dit la même chose pendant 5 ans, il a dit la même chose pendant la campagne. Parce qu'il y a une erreur, vous avez raison, peut-être, c'est sa prétention. Mais quand il va à Berlin et qu'il ne bouge pas une ligne, ça n'est pas vrai qu'il est dans l'équilibre. Parce que vous ne pouvez pas prétendre protéger les uns et les autres quand vous avez un affaissement, un arasement de notre industrie du fait de l'incapacité à avoir des politiques industrielles. Ça datait d'avant Hollande. D'accord, mais il ne l'a pas arrêté. Ah bah ça, c'est non. Ça, c'est Florange, puis maintenant Whirlpool, et on en aura d'autres. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas avoir la protection quand, dans le domaine des transports, dans le domaine du bâtiment, vous avez un arasement de notre protection sociale par la directive du travail détaché, que certains ne remettent pas en cause. Est-ce que l'autre solution, c'est pas en fait la fusion dans un parti unique? C'est un peu ce que tente la France insoumise d'ailleurs avec le. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Non, mais il tente ça. Bon, on a vu. Demandez à Alexis Corbière quel est l'avenir en commun. Moi, je ne sais pas. Oui, non, mais justement, j'ai vu avec les communistes que c'est tout le monde au garde à vous, on vous absorbe et puis taisez-vous. Et c'est bien connu que le Parti communiste sont des gens souples, ouverts, et que c'est nous les méchants. Non, mais c'est toujours facile de dire, évidemment, vous qui connaissez bien ça, le Parti communiste est prêt à. Il n'a pas de problème, il ne défend pas des postes, évidemment, c'est nous les méchants. Non, mais tout le monde croit à ça. Oui, mais bien sûr. Non, pas moi. Ne mettez pas dans le même sac. C'est que l'intransigeance est plutôt de volonté. Non, mais attendez, monsieur Nolot, est-ce que vous trouvez pas normal que moi qui quand même été un des porte-parole de la campagne, Charlotte Girard qui en a été rédactrice du projet, etc., vous pensez que moi j'ai aucun droit de participer à l'Assemblée nationale? Par contre, il faut que ce soit un maire communiste ou un adjoint au maire communiste qui lui. Non mais au moment on va parler sérieusement. Qui a fait cette campagne? La France insoumise. Est-ce que le Parti communiste l'a fait? À sa façon. Il a lui-même voté en congrès qui menait une campagne autonome. Il a lui-même écrit dans l'Humanité de janvier, rendant compte de leurs travaux, qu'il n'y aurait pas d'accord législatif avec la France insoumise. Ils ont mis des candidats partout. Parce que là, la chose qui les intéresse, c'est la. Non mais je vais terminer le raisonnement. Je vous rappelle. Juste la séquence historique. Quand il a été question d'accord avec Hamon, c'était d'accord, mais on vous absorbe. Quand il a été question d'accord avec le Parti communiste, d'accord, mais on vous absorbe. Non, mais ça peut être votre logique. Donc, petit 1, c'est pas très engageant. Je reprends votre raisonnement. Petit 1, nous avions raison. Oui. Parce que le diagnostic historique que je portais, au-delà de Benoît Hamon, qui est un homme respectable, c'est que ce pays ne se rangerait pas majoritairement derrière un représentant du Parti socialiste. Ça s'effondrera. Tout Benoît Hamon qu'il est, si même ne serait pas été Benoît Hamon, ça aurait été encore pire. Il c'eût été Valls qui sortait de la primaire, il faisait 4%.
ans. Donc c'était une erreur et une folie, un aveuglement. Qui sont bien morts. D'accord. Donc on a discuté. Mais non, mais écoutez, on est d'accord, Corbière. Mais la question, c'est des dynamiques politiques. C'est pas les appareils. Donc je souhaite, moi par exemple, lui, il représente Arnaud Montebourg. Ça m'intéresse. Moi, je le dis à travers cette émission, Arnaud Montebourg posait des actes. Vous allez acheter par appartement, quoi. Vous allez découper le truc. Non, c'est une question de fond. C'est que ce que dit Montebourg, la critique qu'il porte de l'Europe, elle converge avec ce que nous disons, avec des gens qui sont favorables à l'Europe libérale. Et là-dessus, tout de même, Benoît Hamon, tout en émettant des critiques, était sur une ligne qui n'est pas la mienne. Il ne comprend pas. Il veut. C'est du Hollande Light ce qu'il propose. C'est ce que je le dis. C'est ce que j'avais dit. On est tout à fait d'accord. C'est que la politique qui doit trancher. On est tout à fait d'accord. Qui tranchera les choses. Attendez. Il y a deux choses. Pardonnez-moi, deux choses que moi, c'est pas moi qui suis pour l'union des droites qui vais critiquer l'union des gauches. Et vous avez tout à fait raison. Mais non, mais je suis. On parle d'appareils. Mais non, mais je parle pas des appareils. Justement, je parle pas des appareils parce que le PS est mort. Donc je suis tout à fait d'accord. Non, il y a une chose qui m'amuse, c'est que quand même, vous voyez que la Ve République a du bon parce que c'est uniquement parce que Mélenchon a fait un très bon score et une très bonne campagne à la présidentielle sur sa personne et sur sa campagne, qu'il peut ainsi imposer aux législatives Alexis Corbière et ne pas se laisser imposer par l'appareil partisan du PCC. Je vais quitter cette réunion pour aller me taper une campagne difficile. Oui, d'accord. Vous avez compris ce que je veux dire. On ne me donne jamais rien, on ne m'a jamais rien donné. Mais je suis d'accord. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Oui, bon, maintenant... Je termine quand même temps. Cette Cinquième République, elle a déformé l'aspiration populaire. Moi, la France que j'ai vue ne se limite pas un second tour entre l'extrême droite et M. Macron et son projet. Ça n'est pas la France. C'est toujours limité, forcément. C'est pas la Cinquième République, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. N'empêche qu'une élection législative proportionnelle permettrait d'avoir une expression plus juste de la représentation de l'aspiration populaire. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait ce monarque plein de pouvoir qui en plus se permet... Mais Mélenchon est un monarque, arrêtez avec ça. On utilise les armes... C'est l'incarnation du monarque, Mélenchon. Non, on utilise les armes de la 5e contre la 5e. Oui, comme je le dis, quand on commence le mondial de foot, tu viens pas avec ton ballon ovale. C'est un peu trotskiste, ça, pardon. Comment c'est présidentiel? Mais c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot. Je préfère ceux qui ont résisté au stalinisme plutôt que ceux qui l'ont accompagné et qui nous expliquent... On va pas reprendre la discussion sur Trotsky, parce que ça... Alors, ça s'en met pas. On l'a déjà eu avec... Comment il s'appelle? Un petit mot sur le cas Valls, François Calfon. Écoutez, un petit mot. Je crois que celui qui parle le mieux le Valls et qui produit le mieux les effets du Valls, le pire ennemi de Valls, c'est Valls lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu ce midi un sujet à la télévision sur les habitants d'Evry. Et ils sont scotchés. Il n'y a pas à dire. Alors, Valls, c'est finalement... procédure d'exclusion au PS, quand même. Ah bah c'est bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut une certaine cohérence. Il a dit le PS est mort. Et ben très bien. Et je dois dire même qu'avant de tous les gens qui disent que le PS est mort. Non, mais je viens de dire. Mais je me présente pas sous l'étiquette En Marche. C'est une petite différence. Et s'il avait un minimum de cohérence, il ferait une chose simple, c'est qu'il démissionnerait du PS pour éviter une procédure disciplinaire. Alors, il a ce visage, j'allais dire, c'est presque le Janus. D'un côté, il a une forme bonapartiste extrêmement autoritaire, voire cassante. Et de l'autre côté, il a le visage de Macron, c'est-à-dire de la France ouverte à la mondialisation. Mais moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie, pardon, François Calfon. Un truc que je comprends pas, c'est que lui, c'est très cohérent quand on s'appelle Manuel Valls de dire je soutiens Macron. Bien sûr, idéologiquement, c'est très cohérent. J'ai des désaccords avec lui. Petit 1. Mais c'est vrai, il a raison. Petit 2, le bureau national du Parti socialiste a été toujours majoritairement en soutien à Manuel Valls. Donc revenons à la politique. Et Jean-Christophe Corbière demande son exemple. Lorsqu'il était Premier ministre. Pardon, c'est des petites histoires de trucs, vous êtes prêts à l'exclure. Quand le type, il mène une politique... Alexis Corbière, pardon de dire, vous plaignez d'être le vilain petit canard du Parti communiste, je le comprends. Mais si, vous avez dit, ça va être très dur la campagne, etc. Encore eux, c'est pas un chemin de fleurs. Vous passez pas comme d'autres de l'inspection générale des finances à l'Élysée, et c'est respectable pour vous que vous puissiez... limite de mon lycée professionnel peut-être. Que vous puissiez le faire. Les choses étant posées, on voit bien qu'il y a aussi chez vous à la fois une volonté de dépasser les cadres existants, tant mieux, vous l'avez fait, respect à vous, et à la fois un petit peu de découper façon puzzle l'ensemble des partis politiques. Pardon, mais à un moment donné... Bah si, en plus, c'est pas illégitime. Non, mais c'est pas non, c'est à un moment donné, puisque la question a été posée, et donc je vais y répondre, et vous avez tendu la main, donc il faut aussi qu'on puisse se le dire. Il faut aussi parler un peu aux militants du Parti socialiste, dont beaucoup sont des militants sincèrement à gauche, ou alors ils auraient tous rejoint Macron, ce qui n'est pas le cas. Dans une situation où, pardon, mais ils vont au champ d'honneur se faire fusiller, et une majorité d'entre eux resteront socialistes parce qu'ils sont socialistes dans leur histoire. Je vais même vous faire peut-être pleurer dans les chaumières. Vous allez
Mais je comprends ça. Moi, mon grand-père a adhéré à la SFIO, à sa création. Je suis issu, je le sais, ça ne se dit plus, d'une famille de fonctionnaires, de postiers, d'enseignants. Ces gens-là ont cet ADN socialiste en eux, comme on dit. Non, mais ce qui dit est important. Peut-on pas dire la discussion, que ce soit avant ou après les législatives. Après tout, c'est vous qui êtes maintenant dominant à gauche. Pour finir d'une phrase, est-ce que le but, c'est d'être une sorte de chevalier de la gauche, réglant le cas du Parti communiste, celui du Parti socialiste, ou dès lors que la Ve République que vous voulez abattre vous a mis en situation de leader, ça vous donne des responsabilités de rassemblement. La semaine prochaine pour des responsabilités de rassemblement. Non, mais on va en reparler avec Alba. Elle est blonde, elle est à la fois insoumise et frondeuse. Elle plaît aux deux Éric. Ça nous plaît, c'est rare. Accueillons maintenant Alba Ventura. Allez, Alba, venez. Insoumise et frondeuse, ouais. Alors, Alba, c'est la saison des rumeurs, la saison des amours et la saison des rumeurs. C'est ça, c'est le moment où on se demande qui sera Premier ministre lundi prochain. Est-ce que ce sera un jeune maire du Havre, ami d'Alain Juppé? Est-ce que ce sera une femme? Ça spécule, ça spécule. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Ce qui se trame en revanche sur la composition des ministères, c'est que contrairement au précédent gouvernement, alors vous savez que Macron veut visiblement 15 ministres, il veut quelque chose de très compact. J'entends ça depuis 30 ans. Oui. Moi aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors, contrairement au précédent... C'est le marronnier de la nouveauté. C'est vrai. Exactement, depuis Rocard. Il n'y aura pas 2, 3 ou 4 secrétaires d'État par ministère. Non, chaque ministre aura un seul secrétaire d'État à compétence générale. Autrement dit, mais non, mais c'est vrai, par exemple, quand il y a un ministre à Bercy, ministre de l'économie, on a un secrétaire d'État à l'industrie, un secrétaire d'État au numérique, un secrétaire d'État à l'artisanat et au commerce. Là, en réalité, un seul ministre et un super sous-ministre. Il paraît qu'Emmanuel Macron veut éviter les sous-chefs, que les sous-chefs deviennent des petits chefs. Il a surtout un très mauvais souvenir de ses relations avec Axelle Lemaire, vous savez, la ministre de l'économie numérique. Alors, parmi les autres rumeurs qui circulent, vous avez entendu évidemment Bruno Le Maire, ça c'est pour les ministres plutôt de droite. Bruno Le Maire qui a fait carrément des offres de services à Emmanuel Macron. Par soi-même. Voilà. Il ne croyait pas du tout en Macron pendant la campagne, mais alors il nous a raconté en off. J'ai regardé comment il avait évolué à la toute fin de cette campagne. D'abord, c'est les mots-clés là. Mieux vaut tard que jamais, Éric. FIM, en ce qui concerne M. Le Maire. D'abord, il a démonté Marine Le Pen au débat comme aucune personnalité de droite n'a su le faire. Et puis, est-ce que des gens responsables qui se rejoignent à 90% peuvent travailler ensemble, ou est-ce qu'on reste dans une logique partisane? Est-ce qu'on perd son temps? Est-ce qu'on pourrit le quinquennat? Voilà ce qu'il a dans l'esprit. Bruno Le Maire, n'allez pas lui dire qu'il est un traître. Non, pour lui, les traîtres sont ceux qui n'ont pas empêché Fillon d'aller jusqu'au suicide politique. C'est pas faux. Oh ouais, c'est pas faux. Alors en tout cas, Luc Châtel, l'ancien porte-parole de François Fillon et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, lui ne fera pas partie d'un futur gouvernement Macron parce qu'il arrête tout, il jette l'éponge. Et pourtant Anaïs, il aurait pu, parce que voilà ce qu'il dit. Je me sens plus proche de Macron que de Wauquiez. Bruno Le Maire aussi d'ailleurs. Mais donc ce ne sera pas le cas. Ils sont cohérents tous ces gens idéologiquement. Ce que je veux dire, ils se sentent plus proches. Ils sont très cohérents idéologiquement. Il n'y a rien à dire. Donc il retourne dans le privé. Il avait commencé d'ailleurs, on s'en souvient peut-être chez L'Oréal. Il faisait de la politique en parallèle. Mais là, il dit j'ai besoin de m'oxygéner. La politique en général a besoin de respiration. Et puis il explique lui que même si idéologiquement je me sens proche de Macron, j'ai passé la campagne à lui taper dessus. Ça c'est la différence avec Bruno Le Maire. Et pour mes électeurs, il serait incompréhensible que je me range à ses côtés. Voilà, c'est toute la différence. C'est ce qu'on va avoir dans la période qui vient. Quand s'use un système, s'use avec lui les femmes et les hommes qui l'ont porté. Je vous prends le pari, vous allez avoir plein de gens qui vont sortir de la politique et des nouveaux qui vont arriver. C'est la fin de ce monde. C'est normal que je trouve ça plutôt cohérent que les gens. Bien sûr. Ça s'arrête, quoi. C'est fini. Alors, il y en a une qui s'arrête aussi, vous avez vu, c'est Marion Maréchal Le Pen, en tout cas temporairement. Elle a décidé de prendre du champ, elle ne remplira pas au poste de députée. Alors, elle a invoqué sa vie privée, surtout. Elle a une petite fille de 2 ans et demi dont elle s'est peu occupée. Et donc, elle a envie de s'attarder sur sa petite fille. Mais il y a aussi des raisons politiques. Des dissonances, on le sait, avec sa tante et surtout avec Florian Philippot, le numéro 2 du FN. Des désaccords qui ne doivent en aucun cas venir polluer le débat avant les législatives. C'est pourquoi ce matin, en fait, tous les cadres du FN et tous les élus du FN ont reçu un petit courrier de la part de Nicolas B, lui c'est le numéro 3 du Front National, en leur demandant d'insister sur le caractère personnel et non politique du retrait de Marion Maréchal Le Pen. Et c'est très très habile, elle est très intelligente. C'est très habile. Elle est redoutable, oui. Elle comprend la période. Et elle a raison de dire, elle a été élue trop jeune, et elle comprend que si elle est toute sa vie là-dedans, elle sera carbonisée. Et franchement, c'est puissant.
Vous voyez qu'à 39 ans, elle peut nous faire une petite... non, mais elle a compris ce dégagisme, cette profonde aspiration du renouvellement politique. Et je trouve que c'est... je suis un adversaire résolu d'elle, mais je veux dire franchement... Elle a même dit ce matin qu'elle ne serait pas comme ces gens qui sont élus toute leur vie. Suivez mon regard sur la famille Le Pen. C'est incroyable, puisque elle a eu finalement l'honneur du procès en abandon de poste de Jean-Marie Le Pen lui-même. Je vais juste vous donner une dernière petite info de la plus haute importance. C'est sur la passation de pouvoir dimanche. Vous vous souvenez qu'en 2012, Nicolas Sarkozy avait accueilli avec Carla Bruni François Hollande. Il y avait évidemment Valérie Trierweiler. Alors cette fois, on sait que François Hollande sera seul sur le perron de l'Élysée. Musique. Sa compagne Julie Gaillet, qui n'a jamais fait d'apparition officielle, et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Ça, c'est la décision qui a été prise. Mais du coup, chez Emmanuel Macron, on s'interroge, faut-il que Brigitte soit présente ? Je sais que vous n'allez pas endormir cette question. Réponse dimanche. Alors, non, mais moi, par ailleurs, étant un peu classique quand même, ils sont, mari et femme, ça a toujours été la tradition. Donc, si ça pointe, il y a quand même une première dame, même si évidemment. Non, la première dame, elle n'est absolument pas prévue dans la Constitution. On n'est pas aux États-Unis. D'accord, mais c'est un usage. Il va changer un peu le statut. C'est un usage depuis Tantivone, c'est terrible, qui a toujours été. Il va changer le statut, c'est-à-dire qu'on va avoir maintenant. Merci. La République va financer Madame. Non, justement. Merci. Non, mais il a raison. Déjà, il nous met la main sur le cœur. Alors, ça ne sera pas financé. Qui nous mettent un vice-président pendant qu'on y est. La République tremble. Bien, on va revenir pour faire plaisir à Monsieur Corbière sur les liaisons dangereuses entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste. Voilà, ça c'est du fort. On termine en beauté. Alexis Corbière. C'est le divorce entre la France insoumise et les communistes. Ils n'ont pas réussi à s'entendre pour les législatives. Je sais que vous en avez parlé. Il y aura donc dans la plupart des circonscriptions au choix un candidat du PC ou un candidat de la France insoumise. Super, merci. Jean-Luc Mélenchon. Vous comptiez voter pour nous? Première nouvelle, non, effectivement. Non, mais pourquoi super, merci? Sous-entendu, vraiment, quel dommage. Non, ça complique les choses. Mais on va pas y revenir, vous avez déjà eu le débat. Non, mais c'est bien, vous allez achever les communistes. Je voulais juste revenir sur un truc, Jean-Luc Mélenchon, qui était très en colère, on en avait parlé la semaine dernière, et qui avait menacé de procès ceux qui utilisaient sa photo pour les campagnes de législatives. Oui, mais alors je trouve que les cocos ne manquent pas d'humour. Je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont détourné les affiches de campagne. Non, mais faites pas la tête, c'est hyper drôle. Là, pour le coup, pour une fois, ils sont plus drôles que vous. Et donc, ils ont détourné les affiches de campagne avec des faux soutiens, des soutiens de stars ou de BD. Moi, je ça, mais qu'ils fassent campagne avec Beyoncé, avec tout ça. Alors, justement, on va regarder ce que c'est. Tu le fasses courageusement. On va regarder. Non, mais avec le hashtag Choisis ton procès. Donc ça, c'est les irréductibles gaulois qui défendent une candidate en Bretagne, évidemment. Ensuite, il y a l'armée de Dumbledore qui soutient les communistes, et à Georges Clooney aussi. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça courageux qu'ils fassent campagne comme ça. Non, mais parce que, attendez, non, mais ils sont drôles, vos anciens camarades ou pas? Ils sont drôles ou pas, vos anciens camarades? Est-ce que vous savez, par exemple, que le président du groupe des députés communistes, M. Chassaigne, n'a même pas parrainé Jean-Luc Mélenchon? Il n'a même pas porté son parrainage. Et il a dit pique-pente de Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, il faudrait qu'il utilise le matériel. Mélenchon appelle à voter Chassaigne. Est-ce que c'est cohérent? Où est le courage? Où est la cohérence? Au bout d'un moment, vous donnez un seul exemple, mais on pourrait avoir autant d'exemples. Au Conseil de Paris, les conseillers de Paris, pour beaucoup, ils n'ont même pas parrainé Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait tout un cinéma pendant la campagne présidentielle. Les communistes se sont alliés à vous, et tout d'un coup, patatras, vous êtes chacun de votre côté. Vous pensez, honnêtement, Alba, vous qui avez suivi la campagne présidentielle, vous pensez que le Parti communiste a été l'élément moteur de cette campagne? 47 minutes de débord, je vous en supplie, laissez-la finir. Je vous donnerai le montant de la... Non, mais Alexis Corbière a cité Beyoncé, on l'a pas vu peut-être Beyoncé. Non, mais moi j'adore les militants communistes, mais bon, qu'on me vante pas. Ben voilà, super. Ben ça c'est une belle affiche, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça rapporte des voix. Bien, le général de Gaulle a été cité 18 fois, donc on aura 36 € dans la campagne. Vous avez vu Et Léon Trotsky, ça rapporte. Grâce à moi, hein. Ça rapporte plus. Non, ça rapporte pas. C'est juste la tirelire de Gaulle. Le PS, vous avez vu la petite blague qui a été faite par Laurent Bouvet, c'est-à-dire qu'à force entre Benoît Hamon qui va créer son mouvement transpartisan, Manuel Valls et Malek Bouti qui partent, vous allez devenir En Marge. Oui, mais alors, lui, Laurent Bouvet, qui a créé avec moi la gauche populaire et qui maintenant arbore sur son site Facebook, tout en ayant défendu la France périphérique. On n'a dit pas les absents. Non, mais j'en parle. Tu en parles, t'allais pas en parler. Qui met le badge En Marche. Qui met le badge En Marche sur sa propre photo sur Facebook. Là encore, pardon, je cite du Corbière, j'ai cité du Trotsky. Ils ont commencé ensemble. C'est pas un routing. Il y a une filiation. Eh bien, vous aussi, monsieur Calfon, je peux en parler. Voilà. Quelle est sa cohérence?
demander à Monsieur Bouvet? Bien, on lui demandera, on l'invitera. Merci beaucoup Alba, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase du jour. Il y a des temps où il faut changer de parti si on veut rester fidèle à ses opinions. C'est l'ami personnel d'Éric Zemmour, le cardinal de Retz, qui a prononcé cette phrase. Merci. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, restez zen sur Paris Première. Natacha Polony combine des électrons libres pour des interactions éclairantes. Polonium saison 2, à suivre sur Paris Première. Vous avez changé de regard sur le débat en regardant Zemmour et Nolo.